La pluie s'abattait en rideau sur les pavés brillants d'une ruelle de Strasbourg. Il était près de minuit. Le vent hurlait entre les murs anciens et les réverbères tremblotaient, projetant des halos fantomatiques sur la chaussée mouillée. Laura Desmarais, 27 ans, directrice récemment nommée au bureau européen du FBI, quitta discrètement un restaurant en centre-ville. Elle marchait d'un pas rapide, manteau ajusté sur les épaules, ses talons résonnant dans la nuit. Elle atteignit sa berline noire, véhicule officiel, lorsqu'une voix brutale retentit derrière elle. « Police, mettez les mains en l'air !» Elle se retourna, éblouie par les phares d'un véhicule. 2 hommes en uniforme surgissèrent de l'ombre, armes dégainées, visage fermé. « Qu'est-ce que » tenta-t-elle. Pas un mot. « Vous êtes suspecté de tentative de vol de véhicule. » Laura leva les mains lentement, incrédule. Elle voulut sortir son insigne de sa poche, mais avant même d'avoir parlé, une main la plaqua violemment contre la voiture. « Hé, je suis agent fédéral. Vérifiez mon insigne, dans ma poche intérieure gauche. » Mais les agents, Marc Lefort et Luc Bertin, n'écoutaient pas. Convaincus d'avoir pris sur le fait une délinquante, ils la menottèrent sans ménagement. L'un d'eux la força à entrer dans la voiture de patrouille, ignorant ses protestations. Assise à l'arrière du véhicule, Laura respirait difficilement. L'humiliation était brûlante. La colère montait, glacée et déterminée. « Vous venez de commettre la pire erreur de votre carrière », souffla-t-elle, ses yeux verts perçant l'obscurité. Pendant ce temps, une caméra de surveillance, perchée sur un lampadaire, clignotait dans le silence. Le trajet jusqu'au commissariat se fit dans un silence oppressant, seulement troublé par le cliquetis des gouttes sur la carrosserie. Laura, menottée à l'arrière de la voiture, gardait la tête droite. La rage froide dans ses yeux contrastait avec le regard fuyant des 2 agents. Ils ne réalisaient toujours pas. À leur arrivée au poste central, l'ambiance se tendit davantage. Plusieurs agents levèrent les yeux à la vue de Laura. Certains la reconnurent immédiatement. Mais avant qu'un mot ne soit dit, elle fut conduite jusqu'à une petite salle d'interrogatoire, toujours menottée. « C'est insensé !» s'exclama enfin un officier en civil, le capitaine Morel, en entrant précipitamment. Son visage blême trahissait la panique. Il arracha presque le dossier des mains de Luc Bertin, le feuilleta et releva lentement les yeux. « Vous avez arrêté Laura Desmarais, la directrice du bureau européen du FBI. » Un silence de mort tomba sur la pièce. « Capitaine, elle n'avait pas de papier, au départ, » balbutia Marc. Son insigne est dans sa poche, intérieure, comme elle l'a répété au moins 10 fois, imbécile. Il s'approcha de Laura, libéra ses poignets meurtris avec précaution. « Madame Desmarais, je vous présente mes excuses, c'est une erreur grave. » Laura le fixa un instant, puis, lentement, elle se redressa, lissa sa veste et répondit d'une voix calme. « Une erreur, capitaine ? Non, c'est un symptôme. Et maintenant, je vais vous montrer ce que fait une femme en colère. » Les 2 agents, figés, virent leur monde s'effondrer. Ce qu'ils pensaient en être une simple bavure allait déclencher une tempête médiatique, judiciaire, politique. Le lendemain matin, Laura Desmarais se tenait devant une baie vitrée, au sommet du siège régional du FBI. La ville s'étendait en contrebas, brumeuse et silencieuse. Elle n'avait pas dormi. Le poids de l'injustice, encore frais sur sa peau, l'empêchait de penser à autre chose. Un dossier reposait sur la table derrière elle, marqué « Calefort et Bertin, rapport disciplinaire ». Mais ce n'était pas suffisant. Suspendre 2 policiers ne réparerait pas l'humiliation subie. Pas plus que cela n'empêcherait que d'autres
demain, vivent la même chose. Madame Desmarais. Les médias ont eu vent de l'affaire. Ils demandent une déclaration, annonça son assistant en entr'ouvrant la porte. Elle inspira profondément. Ce n'était plus seulement son combat. 1 heure plus tard, une salle de conférence était bondée. Journalistes, caméras, projecteurs. Laura prit place derrière le pupitre, sans notes, droite et ferme. Elle fixa un instant la foule avant de parler. « Hier soir, j'ai été arrêtée, menottée, brutalisée par 2 policiers. Non pas parce que j'étais suspecte, mais parce que je ne correspondais pas à l'image qu'ils se faisaient d'une directrice du FBI. » Le silence tomba, lourd et électrique. Cette bavure n'est pas une exception. Elle est le fruit d'un système. Et ce système, nous allons le transformer. Une onde frappa la salle, comme une détonation silencieuse. Certains journalistes se levèrent déjà, préparant leur direct. Une page était en train de se tourner, et c'est Laura qui tenait la plume. Dès le lendemain de la conférence, les réseaux sociaux s'embrasèrent. Le visage de Laura Desmarais, figé dans la lumière des projecteurs, devint viral. On partageait son discours, on réagissait, on témoignait. Le mot-clic « Je suis ». Laura faisait le tour des plateformes, portée par anonymes, journalistes, artistes et politiques. Les plateaux télé s'alignèrent. Experts en sécurité, militants antiracistes, anciens policiers dénonçant les dérives du métier. Les 2 agents, Marc Lefort et Luc Bertin, furent suspendus officiellement dans les heures qui suivirent, mais cela ne suffisait pas. Le peuple voulait des comptes. Dans les rues de Paris, Strasbourg, Marseille, mais aussi dans d'autres villes d'Europe, des citoyens descendirent pacifiquement avec des pancartes. Nous sommes tous Laura Desmarais. Contrôle, au faciès, ADI, abus d'autorité. L'insigne n'efface pas la couleur. Devant le commissariat central, une foule se rassembla. Des visages de toutes origines, des poings levés, des voix unies. Laura, depuis la terrasse d'un immeuble voisin, observait la scène. Dans ses yeux brillait un mélange de fierté, d'émotion et d'une résolution brûlante. « Ce n'est plus mon combat. C'est devenu le nôtre », murmura-t-elle. Elle n'était plus une victime isolée. Elle était devenue symbole, et une force impossible à arrêter venait de s'éveiller. Le bureau du ministre de l'Intérieur était tendu. Autour de la table, les regards fusaient entre chefs de service, hauts commissaires et représentants syndicaux. Mais tous se taisaient quand Laura parlait. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Elle venait de présenter un plan de réforme en 3 volets. Formation obligatoire à la non-discrimination, caméra piéton pour chaque patrouille et création d'un organe citoyen indépendant pour surveiller les abus. « Vous voulez politiser la police ?» lâcha un commissaire, amer. « Non, je veux la responsabiliser. Vous ne serez plus seul à juger vos propres fautes. » Le ministre observa Laura longuement, puis hocha la tête. Il savait qu'il n'avait plus le choix. L'opinion publique exigeait des résultats. Le président lui-même avait téléphoné. Les jours suivants, Laura se lança dans une tournée nationale. Elle visita des commissariats, échangea avec les agents sur le terrain. Certains l'accueillaient avec hostilité. D'autres, en silence, hochaient la tête, reconnaissant. Dans leurs yeux, une vérité. Ils savaient que le système avait dérapé depuis longtemps. Dans un commissariat de Marseille, un jeune policier l'arrêta au moment de partir. « Merci. Pour ceux qui veulent bien faire leur boulot. » Elle le remercia d'un regard. Ce n'était qu'un début, mais le changement avait commencé. Dans les coulisses des réformes, l'opposition se durcissait. Dans certains commissariats, les caméras piétons restaient éteintes par erreur.
Des syndicats de police dénonçaient un démantèlement de l'autorité. Et dans les forums privés, les messages se faisaient menaçants. Une note anonyme parvint au bureau de Laura. « Rentrez chez vous, avant qu'on ne vous y renvoie de force. » Le climat devenait électrique. Mais Laura ne pliait pas. Elle convoqua un comité d'enquête interne. Une division spéciale fut chargée d'enquêter sur les sabotages. Elle s'assura que chaque plainte de citoyen était enregistrée, que chaque refus d'obtempérer aux réformes était signalé. Une nuit, en quittant un débat télévisé, sa voiture de fonction fut prise en filature. Grâce à sa formation, Laura déjoua la tentative d'intimidation en menant les poursuivants jusqu'à un poste de gendarmerie. Le message était clair. Ils ont peur, pas de nous, mais de ce qu'on est en train de faire. Le soutien public grandissait, mais en face, les résistances se radicalisaient. Laura savait qu'elle devait frapper plus fort. La prochaine étape serait une plongée directe dans les racines profondes du système. Le vent sifflait sur les toits de Lyon quand Laura pénétra dans l'ancienne division administrative des archives policières. Accompagnée d'un analyste informatique et d'une juge d'instruction, elle disposait d'un mandat spécial pour auditer les dossiers classés sensibles, ce dont personne ne voulait parler. Ce qu'ils découvrirent en quelques heures glaça le sang. Des centaines de rapports d'interpellations injustifiées, de plaintes classées sans suite, de sanctions annulées pour des motifs flous. Pire encore, des échanges internes prouvant qu'un cercle de hauts gradés s'entraidait pour étouffer certains scandales. On l'appelait entre eux le réseau bleu. C'est une mafia au cœur même de l'institution, murmura la juge, blême. Laura fit immédiatement sécuriser les serveurs, envoya une copie cryptée au ministère. Mais le soir même, un de ses collaborateurs fut agressé dans un parking. Les dossiers avaient fuité. Ce n'était plus une réforme. C'était une guerre d'intégrité contre un système corrompu. Mais Laura ne trembla pas. Au contraire, elle annonça en direct une commission parlementaire d'enquête, placée sous contrôle citoyen. Un acte sans précédent. Et dans l'ombre, ceux qui avaient tout à perdre se mirent à trembler. La nuit était tombée sur les docks de Marseille. Laura, en tenue civile, observait discrètement un entrepôt désaffecté, point de rendez-vous présumé du réseau bleu. Grâce à une écoute légale, elle avait intercepté un message codé évoquant une réunion cruciale, la stratégie de riposte à l'enquête parlementaire. Une équipe d'intervention l'épaulait depuis un fourgon noir à quelques mètres. Pas de sirène, pas d'uniforme. Cette mission devait être invisible, décisive. À l'intérieur, ils trouvèrent 5 hommes, hauts responsables, en train de brûler des documents. L'un d'eux, ancien superviseur de Laura, sursauta en la voyant entrer. « Vous n'avez pas le droit d'être ici. Et vous n'aviez pas le droit d'exister, » répondit-elle froidement. La confrontation fut brève. L'équipe boucla le périmètre, saisit les preuves et menotta les hommes. Mais ce fut devant les caméras, le lendemain, que Laura frappa un coup décisif. Elle présenta les noms, les preuves, les faits. Aucun effet d'annonce, juste la vérité crue. Le réseau bleu n'est plus une rumeur, c'est une réalité, et il est démantelé. Ce jour-là, un silence inhabituel tomba sur les rangs policiers. Ce n'était pas la peur, c'était la fin d'une ère d'impunité. 6 mois après son interpellation injustifiée, Laura Desmarais monta les marches du Palais national, sous les applaudissements. La salle d'honneur, d'ordinaire réservée aux chefs d'État et héros militaires, l'accueillait pour une cérémonie sans précédent. Le président lui remit la médaille de la justice républicaine, saluant son courage, sa lucidité et son engagement au nom de l'État de droit.
L'assistance, debout, l'acclama longuement. Mais plus qu'un symbole politique. Laura savait que cette reconnaissance appartenait à tous ceux qui l'avaient soutenue. Dans la foule, elle aperçut de jeunes agents de police, des familles victimes de bavures, des citoyens engagés, tous unis. Le soir, une émission spéciale retraça son parcours. Les plateaux télé n'étaient plus dans l'agitation du scandale, mais dans l'admiration d'une femme qui avait refusé de se taire. Dans une ruelle de Strasbourg, un petit groupe installait une plaque sur un mur en pierre. Ici fut arrêtée Laura Desmarais. De cette injustice naquit une révolution. Et quand un enfant demanda à son père ce que signifiait « révolution », l'homme répondit « Quand quelqu'un ose dire non et que tout le monde finit par l'écouter ». Un an jour pour jour après l'arrestation de Laura Desmarais, la France inaugurait le tout premier Centre national de surveillance citoyenne. Des écrans y affichaient en temps réel les statistiques des interpellations, des caméras piétons et des recours citoyens, dans une transparence totale. Les anciens agents, Marc Lefort et Luc Bertin, avaient été définitivement radiés. Leurs excuses publiques, bien que tardives, avaient marqué les esprits. L'un d'eux témoignait désormais dans des écoles de police sur les biais systémiques. Dans un centre de formation flambant neuf, des jeunes recrues assistaient à un module obligatoire intitulé « Responsabilité, éthique et égalité, l'héritage Laura Desmarais ». Pendant ce temps, Laura, elle, avait refusé un poste ministériel. Elle préférait continuer à sillonner les territoires anonymement pour observer, écouter, corriger. Elle ne voulait pas d'un monument, elle voulait un mouvement. Un soir, en passant devant une brigade, elle vit un jeune policier tendre la main à un adolescent noir lors d'un contrôle. Sourire, respect, dialogue. Laura sourit. Le changement ne criait plus, il agissait.